qu'avec les Romanov. Il va s'affirmer de plus en plus comme une puissance, avec ces deux angoisses terribles qui vont rester deux angoisses russes. On a failli mourir au départ à cause des Polonais, des Lituaniens, des Teutons, des chevaliers teutoniques, des Allemands, etc., qui en plus voulaient nous changer de foi, au moins, parce que Moscou a été aussi sous les Mongols, au moins les Mongols ont payé le tribut, ils nous foutaient la paix, ont gardé notre église, tandis que ceux-là, les Occidentaux, ils veulent nous faire changer de foi, et ils ont failli véritablement nous tuer dans l'œuf. Et deuxièmement, ils ont failli nous tuer dans l'œuf, parce qu'en fait, on a cet immense espace qui est ingouvernable, et en fait, dès que des troupes arrivent de Kiev, d'Ukraine, ben c'est un toboggan pour elles, pour arriver sur Moscou. Moscou n'est pas défendable. Deux obsessions qui ressortent aujourd'hui, instrumentalisées par Vladimir Poutine. Là encore, l'histoire nous renseigne. Mais à partir des Romanov, c'est l'essor. Alors, Ivan le Terrible, son père Ivan III, Ivan IV, Ivan le Terrible, vous savez, bon, qui est en fait un lecteur de Machiavel. Ben oui, parce que le problème de la Russie, ça va être qu'elle est d'origine byzantine, mais qu'elle veut être européenne. Donc, tu vois, c'est un peu une espèce de produit transgénique, d'un point de vue civilisationnel, avec ensuite des gros problèmes de schizophrénie. D'ailleurs, ça, c'était formule, hein, Jean-François Colosi. Alors, donc, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, la course perpétuelle de l'Empire russe, ça va être de maîtriser son église byzantine, parce qu'elle est un frein au fait de s'européaniser, de s'occidentaliser. Alors, en même temps, on veut rester byzantin, en même temps, on veut devenir occidental. Alors, on fait des réformes de l'église en permanence, et les vieux croyants, ben, c'est en fait, au XVIIe siècle, encore une énième réforme de se signer, d'aller à l'église, de célébrer, et là ça pète de manière apocalyptique, comme les Russes aiment aussi, n'est-ce pas? J'ai un livre là-dessus, l'Apocalypse russe. C'est pas pour dire j'aime, c'est pour dire que c'est vraiment un thème qui mérite aussi qu'on s'y arrête. Alors que les vieux croyants disent, nous on n'abandonnera jamais la foi de nos pères, et l'Empire les persécute, bûcher, déportation, ben, c'est un truc, si vous voulez, c'est une histoire Navalny multipliée par des centaines de milliers, quoi. Où ils en sont aujourd'hui? Ils existent toujours, ils ont résisté, ils sont quelques millions en Russie, en Ukraine, au Canada, parce que voilà, il y a une partie d'entre eux qui préfèrent vivre dans les forêts, ils sont pas sûrs que le tsar, qui pour eux est l'antéchrist, ne soit pas encore en train d'agir contre eux, avec un petit côté amiche, mais la plupart d'entre eux ont été, comme toutes les minorités pour survivre, choisissent de s'urbaniser et de prendre des métiers de service, le commerce principalement, parce qu'on vit mieux sa différence dans une grande ville qu'à la campagne, et puis parce que si on doit fuir, voilà, quand on est dans le commerce, on a un peu des espèces, on peut partir vite, on n'a pas besoin de vendre sa terre, etc. Et ils sont devenus les plus grands commerçants de Russie. Et ce sont eux qui se sont piqués d'un coup d'amour pour les impressionnistes, ce qui explique les formidables collections de l'Ermitage, de la Tretiakov, de la galerie Tretiakov. Toutes les collections impressionnistes russes, qui sont plus importantes quasiment que celles qu'il y a en France, viennent de l'amour des grands commerçants vieux croyants pour la France, pour l'art français. Et évidemment, bon, quand on est victime, généralement, en Orient, on l'est pour très longtemps. Après avoir été victime du tsarisme, ils ont été victimes du communisme, et toutes leurs collections ont été, évidemment, ils ont été déportés au goulag ou assassinés, et toutes leurs collections ont été nationalisées.